Bonjour, alors est-ce que vous m'entendez? Non, moi je ne m'entends pas. Excusez-moi pour... Ah oui, voilà, je m'entends. Excusez-moi pour les petits problèmes techniques. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, ça semble fonctionner. Alors, on va commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Laura Le Floch. Donc, je suis chargée de plaidoyer au Secours islamique France. Nous sommes une ONG de développement et humanitaire française. Et nous intervenons notamment dans l'accès à l'eau et l'assainissement dans les pays en développement. Alors, nous co-organisons aujourd'hui ce temps d'échange sur la question de l'assainissement en milieu rural et dans les petites villes avec le PSO, représenté ici par son directeur adjoint Christophe Lejallet. Donc, le PSO, c'est un réseau multi-acteurs dont le mandat principal est d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les pays en développement par la production de connaissances et surtout l'accompagnement des acteurs français sur leurs projets de coopération décentralisée. J'imagine qu'il y a une grande partie d'entre vous ici qui connaissaient le PSO. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir aujourd'hui Céline Robert, qui est la responsable de la division eau et assainissement de l'Agence française de développement, ainsi que Thomas Lejeune, responsable de projet services essentiels et représentant adjoint du GRET au Sénégal, qui est une ONG française de développement. Alors, nous les remercions bien sûr d'avoir accepté notre invitation pour mettre un coup de projecteur sur les enjeux d'accès à l'assainissement en milieu rural et dans les petites villes. Puisqu'on voit bien que malgré l'importance de ce secteur sur la santé publique et le développement socio-économique des communautés, il y a encore un fort retard de couverture dans ces zones. Le suivi à l'échelle mondiale sur les taux d'accès à l'assainissement par niveau de service indique vraiment un écart marqué entre les personnes vivant en milieu rural et celles vivant en milieu urbain. À l'échelle mondiale, 2/3 des personnes n'ayant pas accès à des services de base vivent en milieu rural et dans les petites localités, les localités intermédiaires, disons de 3 000 à 50 000 habitants. Et ce manque d'assainissement touche en grande partie les personnes qui font partie du quintile des plus pauvres, donc les plus vulnérables. Alors, entre 2015 et 2020, à l'échelle globale, concernant par exemple la défécation à l'air libre dans les PMA et les pays en voie de développement, on voyait qu'il y avait 22 ou 20% de défécation à l'air libre en milieu rural contre seulement 2 à 4% en milieu urbain. 6-7% de la population avait accès à des services de base en milieu rural contre 21 à 24% en milieu urbain. Donc, on voit bien ici ce retard vraiment marqué pour le milieu rural. Et ce qui est important surtout de relever, et ce qui va faire un peu aussi l'objet de notre présentation aujourd'hui, c'est que si la plupart des sources de données qui alimentent aussi la base mondiale du GMP ventilent par zone urbaine, zone rurale, en fait, les définitions des zones varient. Il y a très peu de sources qui distinguent finalement systématiquement les zones périurbaines, les implantations sauvages pour ce qui est du milieu urbain notamment, ou les grands bourgs et les petites villes du milieu rural isolé pour ce qui est du milieu rural. Donc en fait, il serait nécessaire véritablement d'affiner l'analyse en différenciant le milieu rural dispersé du milieu rural concentré. Donc ces zones présentent vraiment des caractéristiques particulières distinctes qu'il est nécessaire de prendre en compte et qui nécessitent du coup des stratégies spécifiques pour développer l'ensemble de la filière d'assainissement et prendre en compte également les communautés les plus vulnérables dans ces zones distinctes. Donc, ce Side Event a pour objectif de débattre autour de ces stratégies, de ces modalités d'intervention et aussi de financement à mettre en œuvre pour accélérer l'action dans ces contextes en ne laissant personne de côté. Donc, avant de donner la parole à nos invités, je vais inviter Christophe à nous éclairer davantage sur les spécificités entre milieu rural dispersé et le contexte des petites villes et de ce que cela peut impliquer en termes d'enjeux pour l'accès à l'assainissement. Donc, Christophe, je t'en prie, je te passe le micro. Merci. Merci Laura, bonjour à toutes et à tous et merci donc de votre participation à Side Event. Merci beaucoup aussi à
nos collègues, à Céline et à Thomas, de bien avoir voulu participer à cet exercice, parce que l'idée, c'est justement de les interpeller sur diverses problématiques qui se posent vis-à-vis de l'assainissement dans ces divers contextes. Alors oui, peut-être quelques éléments. Effectivement, souvent, on parle de l'assainissement en milieu rural. On a des données sur le milieu rural. On s'intéresse aussi beaucoup aux petites villes, et les petites villes, on ne sait pas où vraiment les situer. En général, elles sont englobées dans ce qu'on va appeler zone rurale. On est sur des villes de 3 000 à 30 000 habitants, 50 000 habitants. En fait, c'est souvent des villages qui grossissent peu à peu, qui deviennent des petits bourgs ruraux. Mais effectivement, la situation n'est plus du tout la même. En milieu rural, on a un habitat plus lâche, plus dispersé. Et dès qu'on est dans des petits bourgs ruraux, là, on a tout à coup une densification de l'habitat, donc des pratiques qui ne peuvent plus du tout être les mêmes. Je veux dire, des pratiques vis-à-vis de l'assainissement, bien sûr, mais globalement même de cohésion communautaire. Beaucoup d'éléments évoluent rapidement dans ces contextes. Alors, on est très clairement, effectivement, dans des espaces intermédiaire entre le rural strict et le petit urbain, et que, effectivement, on oublie de considérer spécifiquement très souvent. Alors, en termes de défis qu'on a à relever dans ces espaces, alors, en milieu rural, très clairement, le défi en termes d'assainissement, c'est l'accès à des toilettes. Et effectivement, on sait qu'on peut avoir déjà un taux de défécation à l'air libre très important, parce que les ménages n'ont pas de toilettes du tout, ou bien alors ils ont des toilettes, mais des toilettes traditionnelles et qui ne répondent pas aux conditions nécessaires d'hygiène minimale. Donc, on sait qu'il y a un très gros défi à relever dans ce milieu rural, donc sur ce volet des toilettes, pour avoir des toilettes appropriées, mais appropriées et durables. Cette durabilité est très importante, notamment certaines toilettes traditionnelles. Effectivement, on peut faire des investissements, mais aux premières intempéries, elles peuvent aussi être dégradées. Alors, lorsqu'on passe aux petites villes, les choses changent un petit peu, se complexifient. Alors, on aura toujours le problème de l'accès à quel type de toilette on va avoir, on doit développer, parce qu'on a aussi des taux d'accès à des toilettes qui restent beaucoup trop faibles dans ces petites villes. Et Thomas pourra revenir sur ces questions qu'il connaît bien. Mais on doit aussi se préoccuper, parce qu'on est sur des plus petites parcelles avec plus grande densité de population, de l'évacuation. Des pratiques traditionnelles qu'il y a en milieu rural qui ne nécessitent pas forcément d'évacuation des eaux usées et excréta deviennent nécessaires dès qu'on est dans des petites villes. Et en aval de ça, il y a tout le défi d'où vont un petit peu ces bouts de vidange que l'on va évacuer. Est-ce qu'il y a un endroit pour les dépoter? Est-ce qu'il y a un traitement? Donc, effectivement, les principales actions à mettre en œuvre pour ces contextes, c'est déjà d'avoir un cadre national, d'avoir des politiques et des stratégies nationales d'assainissement spécifiques à chacun de ces contextes, rural, petite ville et milieu urbain. Donc, l'importance d'avoir ces stratégies, de décliner ensuite au niveau de chaque localité, chaque collectivité, en stratégie locale. Quelle est la situation dans le cas précis où on se trouve et quelle ambition d'amélioration on se donne avec quels moyens? Et après, plus spécifiquement, pour l'accès, donc pour l'accès à des toilettes, on y reviendra avec Thomas, on a besoin de créer une demande auprès des populations pour qu'ils souhaitent investir dans des toilettes. Mais créer une demande, c'est bien, mais il faut qu'en face, il y ait aussi une offre qui y réponde. Donc, comment on va aussi renforcer l'offre au niveau local pour répondre à cette demande? Et avec la difficulté qu'on a sur ce maillon accès, c'est que c'est un investissement domestique, c'est un équipement domestique, un investissement domestique, donc avec toute la question qui se pose autour de cette question. Donc, on le verra en particulier pour les plus démunis, de quelle façon justement ils peuvent investir dans des équipements qui parfois sont d'un coût très élevé pour eux. Alors, dès qu'on passe en petite ville, on a donc cette même problématique, mais à cela s'ajoute, lorsqu'on va parler notamment des toilettes, d'avoir des toilettes qui soient vidangeables. En milieu rural, on n'a pas forcément des toilettes vidangeables. En milieu urbain, il faut des toilettes vidangeables. Alors, c'est vidangeable en termes d'accessibilité pour les équipements de vidange, mais vidangeable par rapport au type de fosse. Effectivement, on ne peut pas vidanger facilement que de la matière solide. Il faut que ce soit aussi de la matière, en fait, des bouts liquides. L'évacuation, le gros défi, c'est la disponibilité de camions vidangeurs. On va avoir de la vidange manuelle qui va peut-être se mettre en place,
qu'il faudra sûrement aussi renforcer, améliorer, mais qui ne répondra pas à l'ensemble de la demande. Et souvent, la vidange manuelle ne permet pas d'évacuer, mais juste de déplacer de quelques mètres, donc avec toute la problématique qui se pose. Donc, il y a toute la problématique de la disponibilité de camions vidangeurs dans ces petites localités, des localités qui sont souvent d'une taille insuffisante pour un marché de la vidange suffisant pour un opérateur. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions en termes de mutualisation justement de camions vidangeurs avec d'autres villes? C'est effectivement une problématique importante à traiter dans ces petites villes. Et enfin, on a vidangé des bouts de vidange. Que faire de ces bouts de vidange? Alors, ce qui semble évident, c'est de les amener vers une station de traitement de bouts de vidange. Alors, pour tout vous dire, il y a 10 ans, en Afrique de l'Ouest, il n'y en avait quasiment pas, ni en milieu urbain, ni dans les petites villes. Donc là, il y a effectivement un très grand défi à relever, qui va être progressif, mais auquel on doit être attentif pour les années à venir. Et peut-être que dans une phase de transition, il faut au moins trouver des lieux de dépotage appropriés, qui soient loin des zones d'habitation, sans risque de contamination de la nappe, mais au moins qu'on sache où apporter ces bouts de vidange. Alors, pour revenir vers nos deux intervenants, en fait, il y a deux grands défis qui se posent vis-à-vis de ça. D'une part, comment on va atteindre les plus démunis? C'est s'assurer que autant pour l'accès à la toilette, comment est-ce qu'ils vont être capables de financer une toilette, que payer le service de vidange aussi. Donc, comment on peut toucher les plus démunis? Et l'autre problématique, c'est comment on va financer la diversité d'actions pour les différents acteurs. C'est pour ça que quand on va parler de financement, à la différence du secteur de l'eau, effectivement, on peut avoir un grand financement public pour une station de production, pour un réseau. Là, on voit qu'on a une multiplicité d'acteurs qui eux-mêmes investissent dans leur propre équipement. Alors, qu'est-ce qu'on a à financer? J'ai parlé d'élaboration de politique nationale. Effectivement, il faut accompagner les pays. C'est un travail qui peut être conséquent, qui doit associer toutes les parties prenantes. Donc, il faut accompagner les pays pour qu'ils élaborent ces politiques et stratégies nationales. Ensuite, le niveau local pour que lui-même formule aussi, sur la base d'un diagnostic qu'il va faire avec tous les acteurs, la stratégie à développer au niveau local. Donc, quel financement on a pour ces aspects-là? Sur l'accès, on va le voir, il y a tout ce qui va être campagne de sensibilisation, de promotion, donc de l'assainissement amélioré. Toute la problématique, effectivement, une toilette, il faut essayer de réduire peut-être son prix, cette toilette, mais est-ce qu'elle va être accessible pour les usagers? Donc, les usagers vont sûrement pouvoir contribuer, mais peut-être qu'ils ne pourront pas financer une toilette dont le tarif est trop élevé. Enfin, si on parle de toilettes, c'est aussi des constructeurs de toilettes, des artisans locaux. Et effectivement, il y a aussi toute cette nécessité de renforcement de capacité, de formation de ces artisans locaux pour qu'ils fabriquent des toilettes appropriées d'une qualité sur le plan de la sécurité sanitaire, notamment. Si on parle d'évacuation, effectivement, les questions de financement, c'est le paiement de la vidange que vont faire les usagers. Donc, comment on le rend accessible pour tous les usagers? Mais il y a aussi d'autres gros investissements qui sont l'investissement dans un camion vidangeur. Donc, de quelle façon les vidangeurs peuvent investir sur un camion en plus qui soit de bonne qualité, parce qu'on a parfois des très vieux camions qui ont déjà fait 15 ans en France ou 20 ans et qui arrivent en Afrique. Ils n'ont plus une très grande capacité de pompage avec toutes les problématiques que cela pose. Et enfin, sur le traitement, c'est le gros point de blocage. On sait qu'il y a un gros travail massif à faire en termes d'études, d'études de faisabilité en préalable, mais surtout après d'investissement dans cet équipement public. Donc, derrière ça, effectivement, il y a toute la question de l'origine des financements. Clairement, effectivement, les usagers vont avoir à y contribuer. On l'a vu notamment pour le maillon accès, même pour la vidange, c'est eux qui vont payer ce tarif de vidange. Et peut-être la difficulté, c'est est-ce qu'ils ont la capacité de payer intégralement les coûts auxquels ils ont à faire face, notamment pour les plus démunis. Les collectivités locales, sur leur budget, alors même si la compétence n'est pas transférée, même au Sénégal, on le voit, les collectivités locales peuvent s'impliquer pleinement. L'État, bien sûr, mais il reste une place aussi assez large pour tous les partenaires extérieurs. On le voit, quand on fait des évaluations des montants nécessaires pour tout ce secteur pour atteindre les ODD, ce sont des financements tout à fait conséquents et les ressources
entre guillemets domestiques, hein, c'est-à-dire pas seulement du ménage, mais nationales, ne seront pas suffisantes. Donc là, effectivement, il faudra penser à toute l'aide extérieure, hein, notamment peut-être toutes les études préalables. Il peut y avoir un appui, on est sur du one-shot en quelque sorte. Il peut y avoir aussi, il y a toute la question des subventions, avec la difficulté que souvent la subvention devrait que ce soit quelque chose de pérenne, mais comment faire justement lorsqu'il y a un gap important justement entre le coût d'un équipement et la capacité d'investissement. Les vidangeurs, on en parlait, ben, eux, ils voudraient bien investir dans les camions, mais un banquier, quand un vidangeur va voir un banquier pour faire un prêt pour acheter un camion vidangeur, le banquier il le regarde et il se dit, mais celui-là, un prêt pour un camion vidangeur, ils ne savent pas faire. Donc, il y a toute cette réflexion aussi à avoir et peut-être que justement les partenaires extérieurs ont aussi un rôle à jouer. Et très clairement, sur les stations de traitement, ben là, il y a besoin vraiment d'une aide extérieure. Avec la problématique, c'est que c'est des investissements de petite échelle, avec des bailleurs de fonds qui n'ont pas forcément l'outil pour répondre à ça. Donc, c'est effectivement un souci pour nous tous. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour ce tableau très complet des défis pour l'accès à l'assainissement en milieu rural et dans les petites villes. Alors, je vais peut-être scinder effectivement, voilà, je vais laisser répondre les intervenants sur ces questions. Peut-être d'abord sur, on va commencer sur les approches que met en place l'AFD justement autour de l'assainissement dans ces deux contextes, peut-être plus sur la création aussi de la demande, comment vous avez, voilà, quelles approches vous mettez en place pour accélérer l'accès à l'assainissement dans ces deux contextes distincts, quelles sont les approches, et peut-être après on reviendra sur tout ce qui est modalité de financement pour créer justement cette offre pour atteindre les petits acteurs privés que tu mentionnais, voilà, qui effectivement suscite beaucoup d'enjeux. Donc je vais laisser la parole à Céline Robert, voilà, sur les approches mises en place par l'AFD. Merci. Merci beaucoup, Laura. Merci à tous d'être ici aujourd'hui et merci au PSO et au Secours islamique français de mettre en lumière cet enjeu qui est très important. Bon, Christophe, tu as beaucoup dit. Moi, je vais vous apporter un point de vue bailleur de fonds, hein, donc banque de développement. Bon, on sait tous que l'assainissement est la formule un peu galvaudée, hein, le parent pauvre du secteur. Ça se voit quand on regarde, nous, nos chiffres globaux d'intervention. Aujourd'hui, l'Agence française de développement, on engage 1 milliard d'euros de financement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement par an. Et on s'est fixé pour objectif qu'il y ait 40% de ces montants qui aillent à l'assainissement. Précédemment, on avait un objectif de 30% et on vise en 2030 à être, je dirais, à 50-50. Donc, le 40%, on commence à l'atteindre. Mais ce qu'il faut avoir en tête, et ça va faire écho en fait, à toutes les difficultés que Christophe mentionnait, c'est que globalement, en matière d'eau et d'assainissement, disons, 85% de nos financements sont des prêts. Et le reste sont des subventions, donc autour de 150 millions d'euros par an. Et ces outils financiers, ils contraignent forcément notre capacité à agir. Ils contraignent les localisations où on peut agir et donc ils nous empêchent d'être très présents dans les zones rurales et dans les petites villes et ils nous empêchent aussi d'être très présents sur l'assainissement. Donc j'y reviendrai parce que cette question des outils financiers et la difficulté à atteindre les acteurs dont on parle explique aussi que les partenaires extérieurs ne soient pas suffisamment présents sur ces questions. Mais en tout cas, notre ambition, c'est de faire plus et on a justement une réflexion sur comment atteindre et quelques actions plus ou moins pilotes pour avancer sur ces sujets. Globalement, tu l'as dit, Christophe, il y a beaucoup de défis en matière d'assainissement. Donc, une gouvernance très fragmentée. Hein. On a des autorités très différentes qui vont être en charge de ces sujets. On a des acteurs publics donc divers et aussi des acteurs privés très divers et des outils financiers qui ne sont pas là pour tous les atteindre. Et
une complexité beaucoup plus importante. C'est-à-dire que quand on va financer dans une grande ville, je ne sais pas, je pense par exemple au Burkina, on a un opérateur national de l'eau et de l'assainissement. Nous, AFD, on est capable de faire un prêt soit directement à l'ONEA, soit au ministère qui ensuite transfère ce financement à l'ONEA et on peut financer comme ça de grandes infrastructures. Quand on parle de latrines, quand on parle de vidangeurs, c'est des outils financiers différents dont on a besoin et c'est beaucoup plus difficile pour nous. Une des difficultés aussi, et je pense que ça, on va y revenir, en matière d'assainissement, c'est la plus faible demande des autorités et de la population. Alors, merci d'avoir bien séparé les enjeux dans les bourgs ruraux et en milieu rural. Ils sont effectivement très différents avec des enjeux en milieu rural d'accès, je dirais d'une certaine manière moins d'enjeux sur la filière aval et dans les bourgs ruraux, on va être sur des modèles hybrides où on va commencer à avoir du collectif et une filière plus complète. Donc, ça pose d'autres questions. En milieu rural, ce que je voulais dire quand même, c'est que je trouve que les approches ont largement évolué et se sont perfectionnées, je dirais, dans le bon sens depuis le début des années 2000, avec le développement des méthodes d'assainissement total pilotées par la communauté, les méthodes FAST, qui ont mieux pris en compte la question de la demande des populations. On est sorti de cette logique de latrinisation en se disant que on allait mettre des latrines et que les gens allaient les utiliser. Donc cette question de la création de la demande, de la sensibilisation, tu l'as mentionné, elle est importante et je pense qu'on a beaucoup progressé. On a ajouté à ça la partie offre et la nécessité en plus de travailler sur la demande, de structurer des acteurs, des artisans qui vont avoir la capacité de proposer des produits adaptés. Et puis, je pense aussi qu'on est quand même sorti d'une logique du tout subventionnement et que ça, c'est important pour la pérennité. C'est plutôt, aujourd'hui, en tout cas, nous, l'AFD, notre réflexion, c'est de développer des approches qui vont chercher à créer cette demande, à faire des subventionnements qui vont être un peu cachés, en fait, et en parallèle de créer un écosystème d'acteurs privés. Donc, je voulais peut-être, et là, du coup, je fais équipe avec Thomas, vous donner un exemple, je trouve, qui illustre bien cette approche un petit peu plus complète en milieu rural, qui est un projet que l'AFD finance au Burkina Faso. C'est un financement qui est mis en œuvre par le GRET. Et l'idée, c'est de passer à l'échelle cette approche de Sani-Marché. Donc avec un travail bien sûr de sensibilisation des populations, de création de la demande, un travail d'accompagnement des artisans, des maçons pour développer des produits qui correspondent à la demande et à la capacité à payer des populations. Tu le mentionnais, Christophe, c'est un point important. Et puis avec des mécanismes de subventionnement un petit peu plus pérennes, donc ce subventionnement caché, c'est-à-dire qu'il va y avoir une campagne de marketing, vous pouvez avoir une latrine à prix cassé et comme ça le subventionnement ne se voit pas, et avec aussi l'idée d'avoir un financement basé sur les résultats. C'est-à-dire que les fonds de l'AFD ne sont décaissés qu'une fois que les investissements sont faits. Et je pense que ce qui est intéressant dans cette démarche, et c'est un point important, tu l'as mentionné aussi, Christophe, c'est que l'idée aussi derrière tout ça, c'est de réfléchir à institutionnaliser ce type de mécanisme, à essayer d'harmoniser en fait les politiques de subventionnement et d'appui que peuvent avoir les différents acteurs, notamment internationaux, dans un pays, parce qu'on sait qu'il y a des effets assez délétères quand il y a des approches très différentes, qu'il y a un acteur qui essaie de mettre en place des sani-marchés, l'autre qui arrive avec un subventionnement total. Et donc, l'idée à travers ce projet, c'est aussi de travailler avec les autorités burkinabées à
institutionnaliser ces mécanismes, à voir si on peut mettre en place des fonds revolving, enfin à faire du subventionnement un petit peu plus intelligent. Et puis, sur les petites villes, je voulais réagir à ce que tu disais, Christophe, aux questions un peu de mutualisation. Enfin, là, pour ne plus parler que des latrines, hein, mais pour partir sur l'aval, je pourrais y revenir peut-être après, mais je vais laisser Thomas parler. Mais ce que tu disais sur le financement des vidangeurs, c'est très important. On a des réflexions sur le sujet, je pourrais y revenir plus tard. Et puis, il y a la question des stations de traitement de boues de vidange. Comme tu le disais, là, on passe sur des infrastructures beaucoup plus coûteuses, hein, beaucoup plus capitalistiques. Donc, où on peut imaginer, nous, des financements en prêt. Et il y a peut-être un enjeu, en tout cas dans la manière dont on planifie les actions, à mettre dans le même panier, si je peux dire, les zones rurales et ces petits bourgs, parce qu'on pourrait imaginer que une station de traitement des boues de vidange dans un bourg rural serve aussi s'il y avait des besoins de vidange en milieu rural. Alors, je crois qu'il y a quelques projets de ce type qui se font. Nous, on n'en fait pas. Mais en tout cas, il y a l'approche territoriale, avoir une approche territoriale un peu plus large pour ces ouvrages où il y a des besoins d'économie d'échelle, me semble importante. Je m'arrête ici peut-être pour commencer et puis ouais. Oui, merci. On va revenir effectivement sur l'atteinte des petits acteurs privés et comment on développe cette offre aussi à ce niveau-là. Donc, je vais avant tout passer aussi la parole à Thomas Lejeune du GRET, justement pour qu'il puisse aussi partager ses réflexions sur ces différentes approches petit bourg, contexte milieu rural isolé. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir invités à partager un peu l'expérience que nous avons. Moi, je vais revenir peut-être un petit peu sur les modalités d'action en fait, et qui, du coup, font écho à ce que mes collègues ont dit. Donc, pour ce qui est du milieu rural, comme évoqué, c'est les questions d'accès qui sont vraiment au cœur des enjeux, moins la collecte et le traitement, puisque du fait de la densité plus faible, il y a moins d'enjeux sanitaires et environnementaux qui se posent. Donc là, ce que nous essayons de faire finalement, c'est de s'affranchir autant que possible de financement extérieur. Donc comment on fait? Nous, ce qu'on expérimente depuis quelques années, c'est, le mot a été prononcé déjà, c'est de l'approche par le marché. On parle parfois de marketing de l'assainissement. Alors, quand on dit ce mot-là, il y a souvent des sourcils qui se haussent un petit peu en disant « mais de quoi il s'agit ?» Je voulais juste revenir un tout petit peu rapidement là-dessus. En fait, marketing de l'assainissement en milieu rural, c'est l'objectif de passer par le secteur privé local, des maçons, des quincailliers, des groupements de femmes, des GIE qui sont présents localement et dont on a constaté qu'en fait, ils vendaient, ils installaient, ils vendaient plus de latrines que l'ensemble des projets de développement ne l'avaient fait. Et donc, on est parti de là, enfin, pas que nous, mais d'autres acteurs, en se disant qu'il faut peut-être mieux miser sur le renforcement de ces gens-là, leur apporter un renforcement de capacité sur la qualité des latrines qu'ils construisent pour éviter ce que disait Christophe, qu'elles s'effondrent à la première pluie, et puis pour qu'elles puissent protéger l'usager et l'environnement. Donc, on essaye de promouvoir en fait une offre d'assainissement améliorée en renforçant ces petits opérateurs-là. Vous pouvez en voir un dans le village de l'assainissement, qui est un peu un opérateur champion ici au Sénégal, qui a commercialisé là, en 3 ans 1 millier de latrines dans sa commune. Et donc, il a été accompagné pour optimiser son offre. Parallèlement à ça, c'est l'autre dimension du marketing, on essaye de travailler sur la demande, comme ça a été évoqué. Et là, l'idée, c'est de passer par des phases relativement classiques d'ATPC pour sensibiliser et faire monter un petit peu la demande, mais on se rend compte que ça ne suffit pas toujours. Et du coup, on va mobiliser des approches de marketing social qui sont sur un autre registre, en fait, qui essayent de positionner l'assainissement comme un progrès social, comme un peu de modernité. Et du coup, cette complémentarité sensibilisation et approche de marketing social permet de faire monter la demande. Donc, une fois qu'on a travaillé sur l'offre et une fois qu'on a travaillé sur la demande, pour les ménages les plus vulnérables, il existe un gap. C'est-à-dire que le prix que l'opérateur privé de Dialakoto peut faire, il est souvent au-dessus de la capacité à payer des ménages les plus pauvres de la zone, peut-être les 20% les plus pauvres.
Et du coup, là-dessus, il faut qu'on identifie des mécanismes de solidarité qui ne sont pas évidents à trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, le milieu rural, il est relativement homogène. Il est relativement pauvre en réalité. En tout cas, c'est le cas ici au Sénégal. Et donc, on a du mal à travailler sur, par exemple, de la solidarité entre les usagers les plus riches et les usagers les plus pauvres, puisqu'il y a cette homogénéité. Voilà. Par contre, ce qu'on a pu faire pour essayer de financer ce gap-là, c'est de mobiliser les collectivités locales, de mobiliser la diaspora, de mobiliser l'État, qui peut apporter pour les usagers les plus pauvres ce complément de financement qui manque et qui ne représente pas une somme importante en fait, pour les pouvoirs publics, mais qui est vraiment le petit effort qui va permettre à cette approche-là d'offres d'assainissement par le marché de fonctionner. Voilà un petit peu un premier point sur les modalités d'action et les financements associés. Maintenant, sur le cas des petites villes, comme on l'a dit, à la fois l'arrivée des ODD qui nous pousse à travailler non plus seulement sur l'accès, mais aussi sur la collecte, le traitement, a amené, en plus de l'urbanisation, cette nécessité-là de travailler sur l'ensemble de la filière. Les petites villes, c'est aussi compliqué parce qu'on manque de références techniques. Sur l'urbain, il y a des références techniques. Les gens savent à peu près comment traiter la question de l'assainissement, qu'il s'agisse d'assainissement collectif ou non collectif. Pour les petites villes, c'est plus compliqué parce qu'il y a cet équilibre à trouver entre une faible capacité de financement des acteurs et les enjeux techniques qui se posent. Donc, pour nous, la première manière d'aborder le sujet, c'est de planifier les solutions techniques adaptées, c'est-à-dire optimiser les coûts, partir sur des solutions qui soient low-tech, avec des systèmes de traitement à la portée du financement pour minimiser autant que possible l'apport extérieur. Ça, c'est une première chose. Donc pour cela, il y a plusieurs ouvrages qui le permettent. Il y a donc notre mémento de l'assainissement, le guide Pradalis du PSO. Il y a des travaux aussi autour de la planification participative sur lequel a travaillé l'INRAE, si je ne dis pas de bêtises. Planissime. Donc voilà, la première chose selon nous, c'est optimiser les coûts pour être sûr déjà d'être au meilleur entre guillemets rapport qualité-prix. Et ensuite, je donne un exemple pour illustrer ce que je dis. Dans la commune de Diembéring en Casamance, aujourd'hui, la vidange coûte cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, les usagers font appel au camion vidangeur de la capitale régionale Ziguinchor, qui fait plus de 60 km pour venir vidanger 2 ou 3 fosses. Donc là, on se rend compte que qu'est-ce qui coûte cher dans la vidange? C'est le carburant. Donc si on travaille à une planification au niveau local qui permet à la commune de Diembéring d'avoir son camion sur place, en fait, on va économiser déjà 50% du coût de la vidange. Pourquoi? Parce qu'on aura mis autour de la table les acteurs, identifier un vidangeur qui va permettre d'être plus décentralisé et du coup d'économiser sur le coût de la vidange. Donc, c'est un peu ça aussi l'idée. Sur le traitement, donc on l'a dit, c'est donc les stations de traitement de bout de vidange, même si on optimise les coûts, qu'on essaye de faire des choses adaptées et pas trop technologiques, entre guillemets, ça coûte quand même cher. Et donc là, il va falloir subventionner cet investissement, c'est indéniable. Son fonctionnement, lui, il peut être reporté sur le prix de la vidange. C'est-à-dire qu'un opérateur de station de traitement de bout de vidange, il peut faire payer les vidangeurs pour le dépotage des bouts. Mais l'investissement, lui, on n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'assainissement est difficile à financer, puisque dans l'esprit des gens, en fait, la volonté à payer des gens pour l'assainissement est quand même relativement plus basse que pour l'eau potable, et relativement plus basse que d'autres services comme l'électrification, la téléphonie. Donc, en fait, cette équation-là, elle est compliquée. Donc, nous, ce qu'on porte comme plaidoyer sur le financement de l'assainissement, c'est qu'il y aura toujours besoin d'un mécanisme de subvention extérieure. Donc, maintenant, c'est comment trouver la manière de l'apporter. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'il est logique de subventionner l'assainissement en milieu rural. Pourquoi? Parce qu'en fait, on subventionne déjà beaucoup l'assainissement en milieu urbain. Si vous prenez les réseaux d'eau de Dakar, ils ont été très largement subventionnés par des bailleurs, par le gouvernement via l'Office national d'assainissement, etc. Or, le milieu rural est quand même plus pauvre. Compte tenu des externalités positives d'investir sur l'assainissement, cette subvention qui est nécessaire est par ailleurs, de notre point de vue, justifiée. Donc voilà. Ayant dit ça, je n'apporte pas de réponse facile aux bailleurs, parce qu'effectivement, c'est une multitude d'opérateurs de terrain. Ça va être les collectivités locales. Au Sénégal, ça va être peut-être les agences régionales de développement ou l'ONAS. Et du coup, ce n'est pas forcément des mécanismes, comme l'a dit Céline, qui sont faciles à déployer pour des bailleurs de fonds importants. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir en fait une mutualisation de ces moyens financiers et un échelon intermédiaire qui peut être celui des agences régionales de développement, des intercommunalités, qui permettent en fait de servir de réceptacle et ensuite d'aller soutenir
apporter ce besoin de subvention complémentaire. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Et puis peut-être, voilà, ça soulèvera peut-être des questions auxquelles on pourra répondre ensuite. Et juste dire une chose, pardon, que j'ai oubliée, c'est que l'importance des stratégies adaptées. Au Sénégal, on a la chance, entre guillemets, d'avoir une stratégie nationale d'assainissement rural qui uniformise les interventions et qui, justement, repose sur le principe du marketing de l'assainissement. Donc ça c'est aidant. Et il y a aussi une stratégie nationale d'assainissement dans les gros centres ruraux. Et ça, c'est assez rare, et donc ça a le mérite d'être précisé parce que ça facilite aussi l'intervention des acteurs. Merci Thomas. Voilà, la transition était toute trouvée. Hein. On parle de la difficulté de financement des petits acteurs voilà, dans ces zones. Donc, je vais tout de suite repasser la parole à Céline pour qu'elle puisse un petit peu voilà, nous partager ses premières réflexions, peut-être plus rapidement. Voilà, quelques… Ah, pardon. Ouais, tu m'entendais. Voilà, peut-être plus rapidement, en 5 minutes, voilà, pour qu'on puisse avoir une vision un peu de ce que vous envisagez, voilà, pour soutenir ces petits acteurs privés. Et puis ensuite, on pourra passer à quelques questions dans le public. Merci. Merci, Laura. Pour soutenir les petits acteurs, je dirais qu'on a… Il y a deux choses, hein. Il y a soutenir l'offre et puis soutenir la demande. Donc pour soutenir l'offre, on a, je dirais, deux grands canaux. On a le canot des autorités publiques et des pays dans lesquels on se trouve. Hein. C'est ce que tu disais, Thomas, à différents niveaux. Ça peut être l'État, ça peut être des intercommunalités. Donc, on peut, nous, faire des financements qui ruissellent en fait, jusqu'à ces acteurs-là en subvention et puis qui vont ensuite être là pour accompagner ces acteurs, donc leur faire de la formation, leur faire par exemple un appui pour développer leur stratégie de marketing, réfléchir à leurs produits. Donc ça, c'est je dirais… faire de catastrophe. Je dirais l'approche un petit peu classique et qui est sans doute la plus adaptée pour les tout petits acteurs, les artisans, les maçons dont on parle, notamment donc, sur la partie le maillon accès. Sur tout ce qui est vidangeurs et puis peut-être les stations de traitement de boues de vidange, mais notamment les vidangeurs, on est sur des acteurs un peu différents, peut-être d'une taille un petit peu plus importante et qui ont besoin de faire des investissements un peu plus importants. Donc là, on peut aussi imaginer du subventionnement, mais nous, on réfléchit plutôt à mobiliser, je dirais, le deuxième canal, qui est le canal finalement de la finance commerciale des réseaux bancaires. C'est des petites entreprises qui ont besoin d'avoir accès à des financements pour leur activité. Donc des acteurs comme l'AFD, nous, on est en capacité de faire ce qu'on appelle l'intermédiation bancaire. C'est qu'on peut apporter des lignes de crédit à des banques, soit des banques publiques de développement, soit des banques commerciales, en les ciblant vers certains secteurs, en discutant avec la banque de conditions, des conditions financières qu'elles vont appliquer. Et nous, en apportant des ressources financières à cette banque, on va leur permettre de proposer en fait une offre de crédit avec des produits un peu différents, donc des maturités plus longues, des taux un peu plus bas. Et donc ça, c'est une solution. Alors, la partie outils financiers, elle est pas suffisante, et notamment pour des acteurs financiers, des banques commerciales qui ne connaîtraient pas du tout, c'était ce que disait Christophe, que c'est un camion vidangeur, qui ne connaissent pas du tout le secteur. Nous, je dirais l'enseignement qu'on a, notamment de ce qu'on a pu faire dans le secteur de l'eau, c'est qu'il y a vraiment besoin à la fois d'accompagner les petites entreprises dans la formulation de leur dossier de crédit, et puis les banques, pour qu'elles comprennent un petit peu mieux finalement le secteur auquel elles ont affaire et quels sont en fait quel est son risque, enfin quels sont les risques et les opportunités, hein, qu'est-ce qui intéresse une banque, quelle sûreté elle peut demander, enfin vraiment toute cette ingénierie bancaire. Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait à l'AFD, mais on a des réflexions, et pour nous se pose la question finalement de l'échelle.
parce que mettre en place une ligne de crédit à une banque ou une ou plusieurs banques commerciales, on parle de montants de plusieurs millions d'euros de notre côté, et donc il nous faut un périmètre qui est sans doute, par exemple, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest. Et donc pour ça, il faut trouver le bon acteur qui ait la capacité à agir, qui est ensuite, je dirais, toutes les filiales dans les pays pour pouvoir proposer son offre et qui voit l'intérêt et le marché de tout ça. Donc, on lance une réflexion à l'AFD, un peu une étude de marché sur ce sujet. Et ça reste à construire. Peut-être je m'arrête pour laisser aussi Thomas réagir. Okay. Je peux dire un mot là ou... Ok. Oui, en fait, pour réagir à ça, ça me rappelle un peu la situation dans le domaine de l'eau en milieu rural il y a quelques temps, où aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays où des banques prêtent à des petits opérateurs privés d'eau. Et ça, il y a 15 ans, ce n'était pas possible parce que les banques étaient frileuses en se disant ce n'est pas un secteur bancable, entre guillemets. Et par de la pédagogie et de l'intermédiation avec les banques, je pense notamment au cas du Cambodge, aujourd'hui, il y a des opérateurs privés qui s'endettent auprès de banques et qui peuvent étendre leur réseau en maintenant un tarif acceptable, etc. Et donc, en fait, on est quelques années peut-être en retard, même je sais qu'on n'aime pas toujours faire le parallèle avec l'eau, hein. Mais là, sur ce cas précis, je trouve que c'est assez intéressant. Et sur le maillon de la vidange, il semble que ce soit possible. Et il faut effectivement trouver l'articulation entre l'échelle suffisante pour le bailleur de fonds et ensuite les moyens d'arriver jusqu'au terrain et ces fameux petits opérateurs privés de vidange que nous, on observe là dans nos pays. Je prenais l'exemple de Diembéring tout à l'heure. Peut-être un tout petit point aussi, c'est que j'ai oublié de parler du rôle des collectivités locales. En fait, dans nos expériences de marketing de l'assainissement, les collectivités locales sont souvent venues au soutien des plus vulnérables. Et elles l'ont fait spontanément pour combler ce gap dont je parlais. Donc, en fait, le propos, c'est de dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à associer les acteurs à toutes les échelles parce que l'équation est tellement complexe à résoudre qu'on va avoir besoin de tout le monde. Et les collectivités locales, les diasporas, elles peuvent combler ce gap de financement sur l'accès, peut-être. Et ensuite, sur les autres maillons, effectivement, on peut réfléchir à ces dispositifs-là. Voilà. Et un dernier point, les collectivités locales, elles ont aussi un pouvoir de travailler sur la réglementation. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si un maire a, entre guillemets, le courage, et on a des partenaires qui l'ont, de prendre des arrêtés municipaux pour réglementer la vidange, c'est-à-dire de dire quiconque vidange dans le canal à la sortie de la ville sera sanctionné, ça permet aussi d'aider. Donc, il y a l'incitation, mais il y a aussi, à un moment donné, la sanction et le courage politique de certains maires qui ont su le faire. Oui, juste deux petits points par rapport aux vidangeurs, parce que je crois que Christophe l'a évoqué, mais c'est un point important. Dans le modèle économique et financier, pour que ces acteurs-là soient en capacité d'accéder à des financements, il y a le sujet finalement de leurs camions. Tu parlais de vieux camions qui ont déjà 10 ou 15 ans dans les pattes, enfin dans les roues. Et ça c'est pour moi, c'est un petit peu un sujet qui n'est pas encore traité. Tu parlais aussi de technologie low-tech. Il y a un sujet d'avoir des camions en fait adaptés au terrain, pas trop chers. Et ça, on les a toujours pas. Et des camions un petit peu moins chers, un petit peu plus durables, etc. Ça aidera aussi ces acteurs-là à avoir accès au financement parce que ça améliorera leur modèle financier. Et peut-être le sujet qu'on n'a pas mentionné, sur lequel on n'a pas d'activité, hein, nous, l'AFD, mais qui est important, c'est toute la question de la microfinance pour côté demande, que les ménages puissent aussi, alors ça vaut peut-être plus pour les petites villes, les bourgs ruraux où il y a une capacité à payer plus importante et puis une capacité des ménages à s'endetter, mais ça peut être, c'est aussi un outil financier pour travailler sur la partie demande. Voilà. Merci. Alors, je laisserai Christophe, bien sûr, réagir, je pense, à tout ça. Je pense qu'il a envie de répondre aussi, mais je vous laisse la parole. Il y a beaucoup d'enjeux qui ont été évoqués. Donc, si vous voulez se poser des questions, je vois, il y a une main levée ici. Alors, on va recommencer. Monsieur était le premier. Rapidement, s'il vous plaît, on a peu de temps. On va ensuite nous sortir du lieu. Donc. Merci beaucoup. Donc, je vais être très bref. Donc, moi, en fait, je vais revenir un peu sur le contexte d'intervention, donc qui est un contexte quand même sénégalais, et puis également l'approche que vous allez faire va beaucoup influencer également
nos décideurs, parce que là, on parle de l'assainissement, qui est un service de proximité avec des intervenants de proximité. Et souvent, ces intervenants-là, c'est comme en fait l'informel un peu au Sénégal, c'est des petits opérateurs. Et souvent, ces petits opérateurs-là, ils font de grands, c'est les petites mains qui font de grandes choses et au niveau local. Et je pense que pour les aider, il faut également prendre en compte, parce que si on essaie de réfléchir à une échelle très, très large, souvent on tombe sur de grosses entreprises qui n'auront pas en fait, les astuces pour intervenir à ces échelles-là où il y a certaines réalités quand même qu'il faudra prendre en compte. L'autre élément de réflexion que j'avais, c'est en fait, souvent on parle de vente et on a souvent tendance à considérer ces entreprises-là comme toutes les autres entreprises, alors que c'est un investissement très social parce qu'ils aident à l'équipement, en fait, à l'équipement des ménages pour que ces ménages-là s'équipent. Et je pense que si on les considère comme ces entreprises qu'on trouve qui font du profit, il y a beaucoup de social. Et je pense qu'il faudrait prendre en compte également ce facteur dans l'appui à ces. Merci pour sa réflexion. Il y avait une question par ici. Oui, bonjour, Romain Desvalois de l'ONG SEV. Juste, de mémoire, il y a déjà des dispositifs financiers qui semblent assez intéressants au niveau de Proparco en ce moment qui se développent pour les PME. Je pense au dispositif ARIS et EURIS qui semblent assez intéressants au niveau des montants, notamment sur le maillon vidange. Cela dit, effectivement, on va avoir la même problématique avec les opérateurs de haut départ. Monter un dossier de financement auprès de la banque commerciale, taux d'intérêt, etc. Et par contre, on voit en parallèle quand même de plus en plus d'organisations de vidangeurs qui se développent. Peut-être que là, il y a un maillon intéressant à travailler et à renforcer, et aussi peut-être par une petite part de subvention pour derrière venir accéder à des dispositifs de financement qui semblent assez adaptés, même s'ils ne sont pas une vocation au assainissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, le peu que j'ai vu au niveau des banques et même de Proparco, il n'y a pas de ciblage au assainissement, c'est des ciblages un peu au DD global, et les banques, pour le moment, n'ont pas encore ciblé ça. Mais disons qu'il y a déjà des instruments qui pourraient être intéressants pour l'avenir. Merci. Oumarou, devant, oui. Ensuite, monsieur ici. Et on va faire un premier cercle de réponses. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Oumarou Dramé, donc de l'ONG Secours Islamique France, comme assistant rouge. Voilà, donc c'est juste une contribution que je veux faire, n'est-ce pas, à deux niveaux. D'abord, donc, je pars des constats. Donc, ailleurs dans le passé, j'ai remarqué que l'État du Sénégal, avec ses partenaires financiers et bailleurs, donc, est en train de faire beaucoup d'efforts dans le sens de l'assainissement, surtout en milieu rural. Donc, c'est déjà quelque chose à saluer. Mais la remarque, n'est-ce pas, donc, que j'ai faite, la plupart, en tout cas, je vois au niveau village, il y a des ouvrages d'assainissement qui sont construits et qui ne répondent pas aux réalités, n'est-ce pas, de ces localités. Par exemple, je veux dire par là, donc la construction d'une TCM, toilette à charge manuelle. Donc, je vois un peu partout à travers les villages, donc des projets qui passent, qui construisent de ces arts, n'est-ce pas, donc de latrines, et au finish, c'est des latrines qui ne sont pas utilisées. Ça veut dire que tout l'argent qui a été injecté, donc on l'a jeté par la fenêtre. Donc, il faut un peu repenser, n'est-ce pas, donc, ce point-là, essayer de construire des ouvrages qui répondent aux besoins des communautés, ou bien aussi, par exemple, un projet qui vient, ou bien une ONG qui construit des latrines sans superstructure. On dit le projet, c'est quoi? C'est la structure, et la superstructure est laissée au choix, n'est-ce pas, du bénéficiaire. Tu reviens 5 ans plus tard, donc l'ouvrage est intact, il n'y a pas de changement. Donc, vraiment, c'est un niveau vraiment donc, qui demande beaucoup de réflexion pour essayer de prendre en charge, n'est-ce pas, ces questions-là. L'autre chose aussi, donc, c'est une expérience que je veux un peu partager. Quelque part, j'ai eu à travailler dans ce système-là. Au niveau local, on sait que la plupart du temps, quand on parle des banques, les communautés sont un peu réticentes par rapport, n'est-ce pas, donc, aux banques. Mais il y avait un système, par exemple, donc, avec les associations villageoises d'épargne et de crédit qui était mise en place un peu partout. Et ces associations contribuaient au financement, n'est-ce pas, donc, des ouvrages d'assainissement. Parce que le système avec, il y a la caisse de solidarité, n'est-ce pas, donc les adhérents aussi peuvent concocter des prêts et pour se construire, n'est-ce pas, donc des assainissements, comment dire, des ouvrages d'assainissement. C'est ma contribution. Merci. Merci beaucoup. Alors, une petite dernière question et ensuite, ce sera les réponses. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Sadoubi, je suis du ministère de l'hydraulique de Mauritanie et je suis coordinateur d'un projet Banque mondiale.
Moi, je pense que le secteur de l'assainissement a été en réalité le parent pauvre. Et d'ailleurs, nous, on a fait un peu la revue des investissements sur 2006-2016. En réalité, l'investissement dans le secteur de l'assainissement représentait 1% seulement. Mais il y a des efforts du gouvernement qui sont très importants. Et aujourd'hui, et je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il faut vraiment que le budget national puisse contribuer justement au développement de l'assainissement. Le projet sectoriel et assainissement va financer pratiquement presque 3000 latrines. Il y aura donc également des systèmes de gestion de boues de vidange et on va s'attaquer à ce que vous appelez les petites villes. En réalité, le camp de Mberra qui reçoit aujourd'hui 68 000 réfugiés maliens, on va pouvoir donc réaliser donc un assainissement, mettre en place un assainissement qui répond justement à ce type justement de ville, où il faut également, comme il a dit, la durabilité de ces investissements, l'exploitation durable des latrines, des systèmes. Et là, nous, par exemple, en Mauritanie, on exige que tout projet hydraulique doit avoir un volet assainissement. C'est ce qu'on a fait avec l'AFD, on avait avec beaucoup d'autres projets. Maintenant, en termes de gestion de ces systèmes, comme on a la DSP, la délégation du service public dans l'eau, est-ce qu'aujourd'hui, on peut proposer à ce que ces DSP puissent également intégrer la gestion de l'assainissement? Merci. Merci. Alors, je vais laisser Céline et Thomas réagir rapidement. Et puis, Christophe, pour faire le dernier mot de la fin, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on accélère. On va laisser de la place à l'autre événement qui suit. Voilà, donc je vous laisse avoir un dernier tour de parole. Je vais être rapide, je vais peut-être juste réagir à la question de Sève sur il existe aujourd'hui des outils type garantie de portefeuille pour des banques commerciales, Arise, Eurise. C'est vrai. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que dans notre secteur, l'offre de financement ne rencontre pas forcément la demande spontanément. Et donc, si on ne l'accompagne pas d'outils non financiers, en fait, dérisqués par des garanties, c'est bien, mais ça ne suffit pas parce que le secteur n'est pas suffisamment connu des acteurs financiers et parce que de l'autre côté, les acteurs du secteur ont des difficultés à monter leur dossier. Et donc, moi, je plaide beaucoup en interne au sein de l'AFD pour dire, bon, certes, les lignes globales ODD, c'est bien, mais après, c'est l'énergie qui rafle tout, quoi, en gros. Donc, il faut des accompagnements pour atteindre les autres secteurs. Voilà. Très rapidement, puisqu'on nous fait signe qu'il va falloir laisser la place, et c'est normal. Du coup, je voulais juste revenir sur une double question, secteur privé, social, et monsieur, sur la dimension adaptée des solutions. En fait, une réponse à votre question, c'est justement celle à qui on fait appel. Si vous allez voir au village de l'assainissement, monsieur Yatara, qui est opérateur privé de la commune de Dialakoto, lui, en fait, parce qu'il est de la zone, il ne proposera que des solutions adaptées parce qu'il connaît bien le terrain. Et aussi, c'est un gage de durabilité de son intervention parce qu'en fait, s'il produit des latrines de mauvaise qualité, si elles sont trop chères, etc., les gens ils vont aller taper à sa porte. Donc ça, c'est un des messages clés sur le maillon accès. Là, je parle, c'est que le secteur privé local est très intéressant pour ça aussi. Au Sénégal, alors sur le maillon traitement, il y a aussi du secteur privé local qui fait du travail intéressant. Vous avez l'entreprise Delvic Sanitation qui est délégataire aujourd'hui des stations de traitement de boues de vidange et qui a une grande expertise, qui a besoin d'accompagnement, mais qui est aussi présent localement et qui nécessite d'être accompagné, qui fournit déjà un service de qualité. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voudrait souligner. Et pour finir, je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé, c'est qu'il y a encore de la place à l'innovation. Sur les questions de traitement, on peut aussi imaginer, et c'est déjà ce que fait Delvic d'ailleurs, qu'en vendant les sous-produits d'assainissement, s'ils sont sécures, on peut générer un peu de recettes. Je ne dis pas que ça va équilibrer le service, ça coûte cher de produire des sous-produits d'assainissement sûrs, mais ça peut venir aussi compléter l'équation qu'on a vue, qui est complexe à résoudre sur le financement de la filière de l'assainissement. Voilà. Merci.